Ok, très bien. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent. Euh, voilà, donc je suis heureuse de pouvoir vous présenter deux sujets qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est évidemment le choix des spécialités, mais ce qui précède le choix des spécialités et ce qui peut saboter de bonnes spécialités bien choisies, c'est quand même le fameux dossier. Le dossier étant le résultat de l'investissement dans la scolarité de vos enfants. Et je me suis dit, mieux vaut prévenir que guérir. Et il y a vraiment un moment où vous, les parents, et nous, les accompagnants, on a encore la main sur le jeune pour le mettre sur le chemin de la réussite et pour l'aider à bien apprendre et à s'investir dans sa scolarité. Alors, si vous voulez bien, je vais dans un premier temps me présenter. Donc, je suis de formation psychologue du travail et j'ai œuvré pendant très longtemps dans le domaine de l'orientation, de la formation professionnelle, où j'ai accompagné des entreprises dans leurs projets de formation auprès de leurs salariés, cadres, etc. Et dans un deuxième temps, voulant me reconvertir professionnellement, j'ai suivi une formation en psychologie du travail et qui me permet aujourd'hui de déployer dans ce beau métier voilà, qui me passionne et que j'aime évidemment. Alors, la première chose qui vraiment, qui, à mon sens, est indispensable, c'est quelques techniques de révision. Les jeunes révisent de manière complètement passive. Euh, ils ne sont pas dans ce qu'ils font. Ils apprennent et ils reproduisent mot à mot les leçons. Et ce qu'il faudrait, c'est vraiment s'approprier les données et les notions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la nécessité d'adopter des fiches de révision. Pourquoi? Parce que dans une fiche de révision, d'abord, je vais déployer de manière écrite des connaissances. Et pourquoi de manière écrite? Parce que j'ai l'impression que l'écrit disparaît de plus en plus de la dynamique d'apprentissage des jeunes. La plupart des jeunes ont déjà des polycopes, donc la plupart des jeunes n'ont pas besoin d'écrire dans une leçon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, quand ils veulent clarifier des choses, ils vont sur YouTube et donc ils ont un rapport qui n'est pas écrit par rapport au savoir. Et c'est très, très important de rester dans l'écrit quand on apprend. Ça semble vraiment indispensable. Et donc, il y a à travers les fiches de révision, mais il y a aussi les cartes mémoire. C'est très important d'apprendre à un jeune à élaborer une carte mémoire pour dessiner un petit peu la dynamique de l'assimilation de notions, qu'elles soient scientifiques ou littéraires ou autres. Euh, le deuxième sujet par rapport à cette organisation, c'est l'organisation et la gestion du temps, de la nécessité d'utiliser un agenda. Ça, c'est vraiment une bataille que j'ai avec mes jeunes, de leur dire, ce que tu as à faire, je souhaite que tu le mettes par écrit. Donc, le vendredi soir, quand arrive le vendredi soir, tu prends un stylo, une feuille et tu écris ce que tu as comme devoir, ce que tu as comme contrôle de la semaine et tu le planifies. C'est-à-dire que tu dis que samedi, je vais faire de telle heure à telle heure ça et dimanche, je vais faire de telle heure ça. Voilà. Et ça, la plupart ont beaucoup de mal. Pour eux, ils vont travailler et ils travailleront quand ils en auront envie et surtout quand ils en auront l'inspiration. Et je déconstruis cette façon de procéder en leur montrant le bien fondé de planifier. Et surtout, cette planification va les aider à gagner du temps. C'est-à-dire, un travail planifié est un travail qu'on a fait de manière plus, plus autonome et surtout qu'on a décidé de faire et dont on a respecté les horaires. Donc, on va être impliqué de manière beaucoup plus actrice dans ce travail-là. Par ailleurs, je leur ai expliqué que le meilleur remède au stress, à ce sentiment de débordement,
c'est de planifier ce travail, c'est d'avoir une visibilité sur le travail que j'ai à faire. Voilà. Euh, et en plus de ça, j'insiste sur la nécessité de s'inscrire dans la constance et la fréquence d'un travail, la régularité. C'est-à-dire, comme je leur dis, je préfère que vous travailliez 4 heures à raison de 4 fois 1 heure que vous me bloquiez 10 heures d'affilée. Parce que pour moi, 10 heures d'affilée, ce n'est pas du travail, c'est de l'anti-travail, étant donné que la concentration n'y est pas quand on travaille autant d'heures d'affilée. Ça va de soi. Euh, L'autre combat avec mes jeunes, auquel je vous associe, chers parents, c'est de la nécessité de participer en classe, d'être actif en classe. Et je leur vends ça sous deux arguments. Le premier, c'est que quand on participe en classe, il y a trois arguments. Quand on participe en classe, premièrement, on a moins de travail à la maison parce qu'on sort de la classe en ayant acquis énormément de choses. Deuxième avantage de participer en classe, c'est qu'on est bien vu par le prof et ce prof qui va avoir une idée positive de nous, quand il aura notre copie, même si elle est à la limite moyenne, il aura tendance à nous surnoter parce qu'on est un bon élément qui est dynamique et qui permet de faire avancer le cours. Et le troisième avantage à la participation, c'est qu'on n'est pas déconcentré, on est acteur dans le cours et donc il n'y a pas cette perte de temps et d'assimilation que connaissent tous ces jeunes. Euh, l'autre combat que j'ai avec mes jeunes, c'est bien entendu le rapport aux écrans. La plupart des jeunes que j'accompagne, quel que soit leur âge, quel que soit leur potentiel scolaire, etc., pour moi, ils consomment trop d'écrans, trop de téléphones et trop de réseaux contre-productifs. Et je me retrouve, moi, avec les parents à mettre en place des stratégies pour diminuer ce temps passé sur le téléphone. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de parents qui ignorent le temps que passent leurs enfants sur le téléphone et ces jeunes ne demandent qu'à être aidés. J'ai participé à beaucoup de négociations sur les temps d'écran des jeunes et par exemple, la nécessité que le téléphone reste en bas et ne monte pas dans la chambre du jeune et de la nécessité d'éteindre son téléphone pendant qu'on travaille. Quand je travaille, mon téléphone, il n'est pas sous vibreur, il n'est pas à côté de moi, il est juste éteint. Et s'il peut ne pas être dans ma pièce, encore mieux. Pourquoi? Parce que quand on a la capacité d'éteindre son téléphone, de s'éloigner de son téléphone, on a la force mentale de monter les montagnes russes, comme je leur explique. Donc, c'est quelque chose qui va les aider vraiment plus tard et qui va leur donner de la force vis-à-vis d'autres événements beaucoup plus importants. L'autre chose qui est très importante et que j'invite les parents à faire, c'est aussi d'imaginer des activités quand ils partagent des moments de détente et de loisirs avec leurs enfants, qui est des activités dans lesquelles tout le monde éteint son téléphone et qu'on joue de manière complètement apaisée autour d'un jeu de société tranquillement et qu'on ait du plaisir à le faire également. On n'est pas là à attendre le moment pour aller se jeter sur son téléphone, etc. Mon téléphone est éteint, tout va bien. Si le monde s'effondre, eh ben, au moins j'aurais gagné 3 minutes de bonheur et d'insouciance par rapport au monde qui s'effondre, pour le coup. Et, et j'invite les parents aussi à participer à ces activités-là. C'est pas genre sors le Scrabble et va jouer au Scrabble. Non, jouez avec eux, faites des choses avec eux. Plus, plus les parents font des activités avec leurs enfants, plus ces enfants sont épanouis et vraiment développent des compétences qu'on ne soupçonne pas. Faites du bricolage avec vos enfants, cuisinez avec eux, pâtissez avec eux, rangez, faites le ménage avec eux, etc. Et en fait, ce travail collaboratif, quel qu'il soit, leur fait se sentir bien et ça fera d'eux des enfants autonomes plus tard, à commencer sur le plan scolaire quand ils partiront en études supérieures. Parce que le fait de faire des choses manuellement, intellectuellement, créativement, etc., fait développer vraiment la plasticité cérébrale et tout ça, c'est que du bon pour eux. Voilà.
Euh, il faudrait aussi qu'il y ait des zones dans la maison où il n'y a juste pas de portable, par exemple à table, etc. Ça va de soi. Il y a un autre élément sur lequel j'insiste beaucoup, c'est cette notion du modèle. Euh, j'ai constaté, et je me réjouis ce soir, je pense qu'il y a deux hommes, enfin, je ne sais pas qui assiste etc., mais en tout cas, il y a pas mal de participants masculins. Je trouve que les hommes ne sont pas très présents dans le giron éducatif, de transmission, de l'orientation, etc. Et les jeunes ne demandent que ça, notamment les garçons. Les garçons souffrent d'un manque d'image de père dans leur environnement proche et c'est vraiment pourvoyeur d'identité. Plus le papa est présent, mieux c'est pour le jeune et vraiment, c'est juste indispensable. Et alors, soyez le modèle. Pour être le modèle, il faudrait déjà qu'il soit au courant de votre parcours académique et professionnel. Beaucoup de jeunes ne savent absolument pas le parcours scolaire de leurs parents et encore moins, ils ne connaissent pas très bien les responsabilités professionnelles de leurs parents, etc. Et ça, c'est très, très important de partager avec vos enfants là-dessus, quelle que soit votre profession. Maintenant, je vais aborder le volet orientation parce que tout simplement, nous, les parents, on a hérité des filières S, ES et L. Et inconsciemment, nous avons été orientés par rapport à ces filières-là. C'est-à-dire que celui qui marchait bien scolairement, il visait S, celui moins bien L, par exemple, ou d'autres filières technologiques. Et après, l'économiste, il visait ES, etc. Donc, il n'y avait pas besoin de déployer un grand effort dans ce travail d'orientation. Voilà. Or, aujourd'hui, tout le paysage de l'orientation a complètement changé parce que ces filières n'existent plus. Et on a mis en place voilà, un menu avec 30 doublettes et aux jeunes de choisir ces doublettes-là. Donc, comment vous y prendre? La première question à se poser, sans le moindre tabou, c'est est-ce que mon enfant est fait pour la filière professionnelle, technologique ou générale? Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de sous-filière académique. Il n'y a que des filières qui mènent vers des métiers honnêtes et vers des positions professionnelles qui sont aussi enviables les unes que les autres, que ce soit par la voie professionnelle, technologique ou générale. Par ailleurs, il y a beaucoup de parents qui forcent leurs enfants à ne pas aller vers la générale alors que ces enfants possèdent une vocation professionnelle ou technologique. Ces enfants le payent à un moment donné. Ils le payent doublement parce qu'ils ont été contrariés dans leur vocation et deuxièmement parce que sur le plan académique, ils ont du mal à suivre. Donc, il n'y a pas de sous-orientation. Donc, voilà. Dans les filières professionnelles, évidemment, c'est très thématique sur le plan professionnel. Donc, soit je m'intéresse aux arts, à la beauté, à la mode, aux bâtiments, aux travaux publics, à la menuiserie, à l'électricité, à l'hôtellerie, la restauration. Voilà, la qualité, la soudure, la vente, la petite enfance, etc. Il y a effectivement des jeunes qui ont ces intérêts dans ce domaine-là. Soit alors, je me dirige vers une filière technologique. Et les filières et professionnelles et technologiques peuvent mener à des bacs plus 5. Aujourd'hui, il existe des passerelles extraordinaires qui permettent à tout le monde qui ait un bac de continuer jusqu'à un bac plus 5, voire au-delà. Donc, les filières technologiques, la plus connue, c'est la filière STMG. Mais moi, j'ai envie de vous parler aussi de la STI 2D, qui est une belle filière pour les métiers du digital et du numérique, STI 2DA pour les arts appliqués, etc., etc. Ce sont de très belles filières. Et évidemment, le problème, c'est que ces filières n'existent pas partout dans tous les établissements. Voilà. Et ces questions, il faut se les poser en classe de troisième parce que c'est le moment requis pour choisir le lycée dans lequel se trouvent ces filières-là, pour ne pas que le jeune soit obligé de rechanger de lycée. Voilà. Alors, quand il s'agit d'une orientation vers la voie générale, là, on a à la fois des matières obligatoires qu'on doit marier avec des spé. Dans les matières obligatoires, il y a
éducation physique, deux langues, enseignement moral et scientifique, histoire géo, français, et qui devient philo en terminale. Et après, on a des spé. Et alors, les enseignements de spécialité sont vraiment multiples. Ça va de l'histoire géo, de la littérature, langue et culture antique, l'éducation physique et pratique et culture sportive, langue, littérature et culture étrangère, sciences économiques, arts et philo, humanité, et évidemment la biologie, la physique-chimie, les maths, les sciences de la vie et la terre, sciences du numérique et sciences de l'ingénieur. Et là aussi, par rapport aux sciences du numérique et de l'ingénieur, ce sont des aspects qui ne sont pas présents dans tous les lycées. Maintenant, je vous ai composé et après, il y a des enseignements optionnels. Et comme leur nom l'indique, ce sont que des options. On n'est pas obligé de les prendre, on les sélectionne que et uniquement si ces options vont muscler un dossier. Voilà. Mais il n'existe aucune filière dans les supérieurs qui va exiger une option, contrairement à l'idée reçue qui consiste à dire que sans maths experte, je ne peux pas faire telle ou telle école. Non, ça c'est faux et archi faux. On peut faire tout ce qu'on veut avec ou sans maths experte. Voilà. Alors, les enseignements optionnels sont en première langue vivante C, art EPS, langue et culture de l'Antiquité. Et en terminale, on a le choix entre maths experte, maths complémentaire et droit et enjeux contemporains. Voilà. Alors, je vous ai composé pour chacun des domaines ou pour chacune des filières quelques spé, comme ça vous les ayez en tête. Alors, quand on veut étudier médecine, il faudrait choisir physique, SVT et maths complémentaires. Et si on peut, éventuellement, si on a du latin dans le lycée, choisir le latin comme option le cas échéant. Alors, pour étudier médecine, évidemment, il faut avoir ces spé-là, mais ce qu'il faut avoir surtout, c'est une capacité de travail. Parce qu'il ne suffit pas de me choisir physique, SVT et maths complémentaires. Je le dis et je le redis. Parce que là, c'est le soir où je boucle Parcoursup et je ne vous dis pas le nombre de dossiers qui ont les bonnes spé, mais qui n'ont pas la bonne moyenne pour pouvoir décrocher une passe ou une lasse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le nombre d'élèves qui ne savent pas travailler parce qu'ils n'ont jamais appris à travailler. Voilà. Euh, Ensuite, pour se diriger vers des études de commerce ou de management, alors soit j'ai maths, l'aspect maths ou maths complémentaires, voire même sans maths, je peux me diriger vers des écoles de commerce. Alors, dans un monde idéal, c'est mieux d'avoir maths, par exemple NSI, SES, GEPO, enseignement recommandé, le cas échéant, droit et enjeux contemporains. Et pour information, les spé qui permettent d'aller le plus loin possible, que ce soit en commerce ou en ingénierie, voilà, c'est quand même maths et physique. Et j'y arrive. Pour aller vers architecture, c'est maths, physique, avec un enseignement optionnel recommandé qui est les arts. Mais c'est qu'une option. Pour se diriger vers des métiers d'ingénierie, alors soit la possibilité première maths, physique et sciences de l'ingénieur avec option maths experte, soit combinaison de maths, physique et sciences de la vie et de la terre avec option recommandée maths experte, soit alors combinaison maths et numérique et NSI et sciences informatiques et physique avec option recommandée maths experte éventuellement aussi. Et ça, c'est ça, c'est une composition. Après, on peut composer dans n'importe quel sens. Ce qui est bon à retenir, finalement, c'est que quand on veut aller en ingénierie, il vaut mieux choisir les mathématiques. Ça va de soi. Et les mathématiques, c'est un vrai sujet parce que le problème, c'est que en troisième, le programme des maths n'a rien à voir, bien entendu, avec ce qui se passe en première et en terminale. Et beaucoup de jeunes, sous prétexte qu'ils ont 13 ou 14 en mathématiques en seconde, ils pensent que ça va le faire en première et en terminale. Ça le fera uniquement et uniquement si le jeune s'investit. Parce que les coefs en seconde ne sont pas les mêmes en première et en terminale. Et puis le niveau n'est pas le même et la méthode de travail
n'est pas la même non plus. Euh, Quelles sont les bonnes questions à se poser quand je dois choisir des spécialités? La première, c'est qu'est-ce qui existe dans mon lycée? Parce que, comme je le disais, tout dépend de la zone géographique où vous vous trouvez. Et voilà, les spécialités varient d'un lycée à l'autre. Il faut se poser aussi quelles sont les spécialités qui me tentent. Mais je ne m'arrête pas là. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je suis tentée par l'art que je vais prendre forcément l'art. Je peux continuer à faire l'art dans mon temps de loisir et m'intéresser à des spé gagnantes qui me permettront d'aller loin. Ensuite, quels sont les sujets qui m'intéressent en général dans la vie? Si j'aime l'actualité, si j'aime les informations, etc., peut-être qu'il y a là une petite appétence pour les sciences politiques, auquel cas, c'est bien de choisir, le cas échéant, HGSP, c'est-à-dire géopolitique. Et puis, je peux aussi me poser la question dans quelle matière j'ai le plus de facilité. Et ça, c'est une question légitime parce que c'est vrai qu'il vaut mieux choisir des matières dans lesquelles j'ai des facilités. Il ne s'agit pas de choisir trois aspects dans lesquels je n'ai pas de facilité ou je vais devoir donner de la tête, ne pas savoir donner de la tête parce que je dois à la fois travailler telle et telle spécialité dans laquelle je n'ai pas d'appétence. Voilà. Et après, ce qui est important également à se poser comme question, c'est quels sont mes talents dans la vie et les activités scolaires de façon générale. Ça, c'est très important aussi, les talents dans la vie, si je suis un communicant, si je suis quelqu'un de cérébral, artiste et autres, ou si je suis quelqu'un qui est dans l'empathie, et voilà. Donc, parce que l'orientation n'est pas qu'une question du bulletin, voilà, c'est vraiment c'est une alchimie entre plusieurs axes qu'il faut pouvoir saisir et analyser. Voilà. Maintenant, j'écoute vos questions. N'hésitez pas. Voilà, si vous avez des questions par rapport à cette petite présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Allô, quelqu'un peut-il... Alors, bonsoir, merci infiniment pour vos conseils. Une idée si le choix des SES obligatoires pour le domaine commerce. Alors, merci beaucoup pour cette question. La raison pour laquelle je vous remercie, parce que j'avais publié effectivement une petite vidéo dans laquelle j'explique que les meilleurs spé pour moi, c'est maths et physique, mais en fait, c'est pas pour moi. Moi, je fais le constat que les spé qui mènent très très loin sont des spé scientifique, même si on va vers un domaine de commerce et autres. Et pour avoir présenté des dossiers post-bac en Parcoursup, un dossier avec maths et physique 14-14 dans les deux SP par rapport à un dossier avec maths et SES, pareil, 14 et 14, c'est le dossier maths et physique qui va passer et non pas le dossier avec maths et SES. Et il faut arrêter d'imaginer que SES, c'est commerce. SES, c'est de l'économie et de la sociologie.
Alors, quelqu'un qui pose une question, quelles sont les possibilités pour maths, physique et AGGSP? Ça, c'est une vraie question, en fait. Par rapport à cet élève qui a ces trois SP qui est en classe de première, je suppose, il faudrait absolument que cet élève fasse un bilan pour essayer de cibler ce qu'est le projet de l'élève. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, la marge de progrès de cet élève, aussi bien en maths, en physique ou en GGSP. Parce que si cet élève n'est pas du tout scientifique et que vous allez lui sélectionner maths et physique et qu'il va se retrouver avec 11 de moyenne, non. Non et non. Donc, soyez vigilants. Je ne peux pas vous répondre comme ça puisque je ne connais ni le dossier de cet élève, ni l'appétence de cet élève non plus. Alors, mon fils est très perdu, il n'est ni scientifique ni littéraire, il ne sait pas quoi choisir. Que pouvez-vous lui conseiller comme choix de spécialité en première? En fait, votre fils est perdu, il est certainement en classe de seconde, c'est Ghislaine. Alors, moi, je peux vous dire que votre fils est perdu comme la majorité des enfants en classe de seconde. La classe de seconde est une classe dans laquelle les coefs sont équivalents. Le premier point. Deuxième point, la classe de seconde, les jeunes sont tous ados. Ils sont pleins d'adolescence, en fait. Et ce qu'il faudrait, c'est les accompagner en bilan d'orientation, premièrement, pour leur tisser une identité professionnelle. Voilà, le bilan d'orientation va dire à votre fils, OK, mais toi, il y a en toi un petit ingénieur qui dort. Ou alors, il y a en toi un petit financier qui dort ou un petit je ne sais quoi qui dort. Voilà. Et c'est parce que je le fais accoucher de cette identité professionnelle que on va par la suite choisir l'ESP et il va mettre du sens dans cet SP-là. Même s'il doit travailler dur en maths, ben, il sait qu'il travaille dur en maths parce que ce qu'il veut faire plus tard, c'est ingénieur mécanique ou alors c'est pilote ou je ne sais quoi. Voilà. Donc on ne peut pas juste. La plupart des jeunes sont perdus finalement. Rares sont ceux qui possèdent une vocation dès leur jeune âge. J'espère que c'est clair, Rislan. Alors là, on me demande une idée sur le choix de section internationale BFI et plus pour le dossier Parcoursup. Pas du tout. Alors BFI, ce n'est pas du tout un plus. Voilà. Ce n'est pas du tout un plus. C'est une option qui est hyper chronophage, d'accord? On l'a super bien vendu, le BFI, mais in fine, c'est pas ce qu'on regarde sur Parcoursup. Parce que d'abord, la plupart des candidats à la plateforme, ils sont dotés de, ils peuvent passer des certifications en anglais à IELTS, etc., d'une part, et surtout, on regarde d'abord et avant tout, c'est les SP et les moyennes des SP et le dossier. C'est pas le fait que ce soit un BIFI ou pas BIFI. Et je sais que beaucoup sont les personnes qui ne le disent pas. Mais moi, avec le retour d'expérience que j'ai, ça ne rajoute rien. Alors, est-ce que les options en première sont nécessaires pour avoir un bon dossier? Non, les options ne sont pas nécessaires et c'est pas les options euh, en première, elles ne sont pas nécessaires. Alors, en terminale, une option, elle peut booster un dossier, d'accord? Pourquoi elle va booster un dossier? Parce que, imaginons qu'on a un jeune qui a maths et physique comme spécialité, il a maths experte, et que ce jeune, il a par exemple 18 en physique, 18 en maths, et en plus ça, il a maths experte, il a 18. Ce jeune,
avec ses 3,18, il pourra, le cas échéant, décrocher l'INSA Lyon, par exemple, voyez, par rapport à quelqu'un qui a que 18 et 18. Donc, Math Expert est un plus uniquement si on obtient de bonnes notes dans cette, dans cette option. Alors, c'est bien clair, malheureusement, on encourage les jeunes à choisir cette section sous prétexte que c'est un plus pour le dossier. Ce n'est pas du tout un plus pour le dossier. Vraiment, Monsieur Yazidi, croyez-moi, ce n'est absolument pas un plus. C'est une option qui charge énormément le jeune et qui le détourne de l'essentiel qui est de travailler ses SP. Ce sont les SP qui vont l'orienter. Et ce n'est pas cette section-là. Et j'ai vu beaucoup de jeunes avec des dossiers moyens, mais qui ont le BFI. Un dossier dans lequel le jeune il a 12 et 12, il ne va pas passer devant un autre élève qui, lui, a 15 et 15. Donc, le BFI en soi, comment dire, c'est une compétence transversale et qui n'est pas qualifiante en termes d'orientation. Alors là, j'ai Maxime qui me dit, ma fille a du mal à trouver son orientation. Combien coûte un bilan d'orientation? Alors, ça dépend le niveau de votre fille, Madame Siham. Et le bilan d'orientation, il ne coûte pas. Le bilan d'orientation, il vous fait gagner de l'énergie, des efforts et surtout une année, voire 2 années de réorientation. Le nombre de jeunes, là, donc je suis en bouclage de Parcoursup, comme vous le savez, sur les 50 dossiers de Parcoursup que j'ai 15 dossiers en réorientation. J'ai 15 dossiers d'étudiants qui ont commencé une première année, certains en deuxième année, et qui vont repostuler sur Parcoursup. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait de bilan d'orientation, ils ont tâtonné, d'accord? Et ils ont dit, ah bah tiens, j'irai peut-être en droit ou j'irai en ça, ils font un tour et après ils reviennent. Pour moi, le bilan d'orientation, au-delà de vous aider à trouver votre orientation, il vous aide à vous connaître, il vous structure, il vous dote d'une identité professionnelle. Et ça, c'est très important. Ah, j'ai quelqu'un qui parle. Allez-y. Vous êtes là? Alors, j'ai deux autres messages. Est-ce que le choix du stage influence Parcoursup? Pas du tout. Le choix du stage,
je vais vous dire un petit mot là-dessus. Le choix du stage n'a aucun rapport avec Parcoursup. Parcoursup ne se mêle pas du stage que vous avez fait, etc. Voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, pour moi, le stage n'oriente pas. Parfois, le stage, il désoriente, c'est-à-dire que vous mettez un élève sur un élève qui vous dit, voilà, votre enfant s'intéresse à l'architecture ou alors au journalisme, et vous l'envoyez pendant une semaine dans un journal pour qu'il observe, etc. Et il peut revenir de là parce qu'on ne lui a pas accordé du temps, parce qu'on ne s'est pas occupé de lui. Il peut ressortir de là en vous disant, mais moi, je ne veux pas ça. Et c'est dommage parce que ça condamne une piste éventuellement. Et souvent, moi, quand j'accompagne un élève qui est en première et en terminale et et chez qui je vais trouver une vocation, par exemple, d'architecte, parfois il me dit non, non, moi je ne veux pas aller en architecture parce que j'ai fait un stage et j'ai détesté ça. Et donc, je mets énormément de temps à déconstruire l'idée que ce jeune a construit sur le stage. Donc voilà, les stages sont à prendre vraiment avec des pincettes. Ensuite, une autre question, où s'adresser pour le bilan d'orientation? Il faut s'adresser à moi, donc n'hésitez pas à, à me laisser, voilà, à vous adresser à moi et je vous donnerai le devis. Alors, ma fille est en seconde et elle ne sait pas quoi prendre comme spé. Eh bien, ça, c'est un vrai sujet. Il faut absolument qu'elle fasse un bilan avant de choisir ses spé. Voilà, je viens de commencer là des bilans d'orientation pour les classes de seconde. Ils ont jusqu'au mois d'avril pour se prononcer de manière très certaine sur le choix des spécialités. Et vraiment, si votre fille est perdue et ne sait pas quoi prendre comme spé, c'est le bilan qui l'aidera à, voilà, à choisir ses spé de manière pertinente. Très bien, mais je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a Monsieur Yazidi qui me demande quel est le plus que les concours comme Sésame à venir apportent au choix de l'orientation. Ça n'apporte pas de choix. Les concours Sésame pour les écoles de management, ça regroupe pléthore de parcours et d'écoles, les 16 écoles, avec des parcours pour certains à Bac+5 et d'autres à Bac+4 et le concours Avenir, voilà, dans le giron ingénierie. Euh, Ça n'apporte pas de plus en termes d'orientation. Ça permet d'accéder à certaines écoles et l'idée de passer un concours, c'est une façon de se donner une deuxième chance de réussir parce que, voilà, soit on a accès aux écoles directement parce qu'on a le bon dossier et quand on n'a pas le bon dossier, heureusement qu'il existe encore les concours qu'on peut passer qui nous donnent une deuxième chance parce qu'il y a des concours qui ne vont pas regarder, évidemment, il faut avoir le bac, mais qui ne vont pas regarder la sélectivité de votre dossier. Hannah, Hannah, c'est bon, on y va. Zaïd, Excusez-moi, madame, on vous entend? Peut-être couper le micro. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Je ne sais pas si s'il reste d'autres questions, surtout n'hésitez pas. Vous pouvez me joindre. Alors, il y a un nouveau message. Ah, merci. Donc, c'est quelqu'un qui remercie. Donc, n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de me joindre voilà, via mes différents canaux de communication. Je vous souhaite à tous une belle soirée. J'espère que ces conseils que je vous ai déployés, vous allez pouvoir les appliquer pour mener vos enfants vers le chemin de la réussite. Voilà. Et belle soirée à tout le monde.